Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Aboubacar Ouattara, expert comptable et directeur général du cabinet Goodwill Audit and Consulting, mais aussi gouverneur du district 9101 du Rotary. Après un parcours brillant en Côte d'Ivoire et en France, il a mis son expertise au service d'entreprises locales et internationales, tout en s'engageant activement dans la vie associative et le leadership rotarien. Un homme de chiffres, mais surtout un homme d'impact. Je suis Aboubacar Ouattara, je fais la Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Ouattara. Bonjour Edith. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Dans cette charmante bâtisse, villa. Et je suis très contente parce que je vais découvrir, donc grâce à vous en tant que gouverneur, je vais découvrir, et vous également, vous allez découvrir ce que c'est que le Rotary. Concrètement, qu'est-ce que c'est le Rotary? Le Rotary est une organisation humanitaire de service qui a été créée il y a à peu près 120 ans aux États-Unis et qui a une seule finalité, faire le bien dans le monde. Donc, il y a à peu près 120 ans, des hommes et des femmes se sont réunis pour dire qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre communauté. Donc, à partir de là, a commencé à se créer l'histoire du Rotary international. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de causes prioritaires qui guident nos actions au quotidien. Donc, la finalité, c'est vraiment de soutenir les communautés les plus défavorisées dans les 200 pays où nous sommes présents à travers le monde. 200 pays, c'est énorme. Ouais. Vous êtes dans la sphère Rotary depuis 1993. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette organisation qu'on pense un peu souvent opaque? C'est vrai. En 93, je sortais de l'université d'Abidjan et je devais donc me préparer pour aller poursuivre mes études aux États-Unis et en France, pardon. Et j'avais une année intercalaire et je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire à côté de mes activités au jour le jour pour avoir donc un impact. Donc j'ai rencontré un ami qui un soir partait donc à une réunion à l'hôtel Ivoire d'ailleurs pour les jeunes rotariens, donc les rotaraxiens. Donc, il m'a invité à cette occasion et j'ai été voir. Et je me suis rendu compte que c'était des jeunes qui développaient leur leadership, qui apprenaient à monter des actions, qui participaient à une campagne intensive de vaccination contre la polio. Okay. Et ça m'a touché. Et je me suis dit, bon, pour moi qui ne suis pas quelqu'un de très, très ancré dans les associations, ça pouvait donc m'aider. C'est comme ça que j'ai intégré. Et depuis lors, je fais mon chemin. Depuis lors, vous faites votre chemin. Et depuis lors, aujourd'hui, on va dire, vous êtes gouverneur du district 9101. Quel est concrètement votre rôle au quotidien? Avant de parler du rôle, il faut peut-être présenter le district 9101. C'est un district de 10 pays en Afrique de l'Ouest qui comporte donc 3 pays anglophones, le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie, 2 pays lusophones parlant donc le portugais, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, et puis 5 pays francophones, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina, le Sénégal et enfin la Côte d'Ivoire. Donc, dans chacun de ces pays, vous avez plusieurs clubs Rotary qui eux-mêmes sont dirigés par des présidents qui sont élus par les membres du club concerné. Et en Côte d'Ivoire, on a à peu près une quarantaine de clubs. Et pour l'ensemble des 10 pays, nous avons plus de 120 clubs. 120 clubs. Et donc, pour soutenir l'action des Rotary au quotidien, leur apporter le support sur les questions de leadership, les accompagner à monter des projets, à lever des financements, et donc désigner et élu même un gouverneur, dont la responsabilité au final est donc de soutenir les présidents et les Rotariens dans tous ces 10 pays. Ça demande, est-ce que ça demande un certain type de caractère pour rentrer dans le Rotary? Parce que vous expliquiez, hein, vous étiez jeune à l'université, vous avez été invité donc par votre ami à venir à une séance. Tout à fait. En général, c'est comme ça, on vous invite à une séance pour découvrir et vous avez été happé directement. Quels étaient vos traits de caractère à ce moment précis? Quand je rentrais, j'avoue que j'étais quelqu'un de très réservé. Ah. J'étais quelqu'un d'extrêmement réservé, qui avait énormément de mal à prendre la parole d'ailleurs en public, toujours stressé à l'idée de prendre la parole devant un public. Et le Rotarac m'a aidé. Le Rotarac m'a aidé
parce que justement, en permanence, dans le cadre du développement personnel et professionnel, on vous met en situation et ça vous forme à ces questions de leadership et de prise de parole en public. C'est des choses, comme tu le sais, qu'on n'a pas l'opportunité de pratiquer à l'école, dans notre environnement. Mais pour faire le Rotary, je pense qu'il y a 2-3 choses qu'il faut avoir à l'esprit. C'est la question de l'implication et de l'engagement. Quand vous voulez faire du service, il faut un certain engagement. Décidez donc de consacrer du temps à la cause des autres. Oui. La deuxième chose, c'est la camaraderie et l'amitié. Parce que tout seul, vous ne pourrez jamais monter un projet à l'échelle d'un club. Donc, vous êtes obligé d'accepter les autres dans leurs forces, dans leurs faiblesses, dans leurs qualités, dans leurs défauts, pour que vous puissiez vous mettre ensemble, monter des projets qui puissent profiter donc aux communautés. Et puis, la dernière chose, enfin, c'est la question de l'éthique. Tout cela doit se faire en respectant des valeurs morales très fortes pour dire que nous sommes là pour servir et non pas pour nous servir. Donc, vous pouvez être amené à aller lever des financements, à solliciter des organisations et même la Fondation Rotary qui vous octroie des ressources pour financer un projet. Il faut que chaque ressource que vous collectez soit dépensée dans l'intérêt des populations pour lesquelles la ressource a été mobilisée. On peut dire que c'est une sorte de seconde école, le Rotary et le Rotaract sont une sorte de seconde école parce qu'on parle de leadership, de développement personnel, on parle aussi de gestion de fonds. Il faut identifier des projets donc humanitaires en général. Il faut prendre la parole en public aussi. Tout à fait. C'est une seconde école? C'est plus qu'une seconde école. Il y a ce que nous apprenons à l'école et puis il y a tout ce que la vie vous enseigne au quotidien. Le Rotary est une excellente opportunité pour enrichir toutes les qualités, tous les aspects que vous ne pouvez apprendre ailleurs. Les questions donc de leadership, les questions de renforcer ses valeurs, les questions de monter un projet, parfois dans des domaines où vous n'avez pas de compétences particulières. Mais le Rotary vous offre cette opportunité en lien avec d'autres personnes pour justement travailler sur des compétences diverses pour arriver donc à ces sujets-là. C'est des choses que vous ne pourrez pas faire en entreprise, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire dans votre vie de tous les jours, mais le Rotary vous offre cette opportunité-là. Est-ce que, en rentrant dans le Rotary, vous avez souffert de préjugés? Je veux dire, même en montant, en évoluant même au sein du Rotary au cours de ces 20 dernières années, vous avez été victime de préjugés ou entendu des choses qui se disent régulièrement sur le Rotary. C'est une secte, par exemple, que c'est trop obscur, c'est opaque, qu'il faut peut-être être riche pour entrer au Rotary, par exemple. C'est pas faux. C'est pas faux. Pendant longtemps, l'organisation n'a pas beaucoup communiqué sur ses actions. Malheureusement, dans nos environnements, quand on ne sait pas, on a toujours des préjugés. Donc, il y a eu ces deux préjugés-là. C'est une organisation très élitiste où ce sont que les riches qui y adhèrent. Et puis, c'est une forme de secte, ça a été souvent dit. Il y a des pratiques, il y a des rites, il y a des rituels qui sont faits. Tout, ouais. Mais rien de tout ça n'est exact. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis à peu près 20 ans, à la suite donc d'une étude importante qu'on a faite pour justement savoir quelle était la perception du grand public de notre organisation depuis quelques années, là, on a décidé de nous ouvrir davantage à l'ensemble de nos communautés. Au Rotary, vous avez un certain nombre de règles qui sont édictées, bien connues de tous à l'entrée. C'est une organisation qui est assise sur des principes très rigoureux, où on va vous demander des droits de cotisation, on va vous demander de participer à des événements nationaux et internationaux, on va vous demander de temps en temps d'être capable de contribuer pour des démunis. C'est vrai, sans être les plus riches de la ville. Parce qu'il y a beaucoup de cotisations à faire. Non, c'est pas des montants extrêmement importants. Ce sont des cotisations qui sont à la portée de tous. Parce que dans nos clubs, vous avez toutes les classifications. Vous avez des commerçants, vous avez des enseignants, vous avez des instituteurs, vous avez des ministres, vous avez des experts comptables. Donc, tout le monde s'y retrouve parce que justement, le plus important n'est pas ce que j'ai en poche. Nous considérons au Rotary qu'il est plus important de révéler les capacités des autres que de démontrer ce que nous avons en titre personnel. Donc, c'est vraiment la capacité à monter des projets qui importe plus que ce que vous mettez sur la table à titre personnel. Mais comme c'est une association, il faut qu'elle fonctionne. Et donc, on a besoin de payer des cotisations, mais
pas pour des montants rédhibitoires, c'est des montants qui sont accessibles à tout le monde. L'autre chose, c'est que il faut être capable aussi de dire que ce n'est pas une secte. C'est un a priori. Aujourd'hui, pour coopter quelqu'un au Rotary, c'est une cérémonie publique qui est organisée, qui est ouverte à tout le monde, où la personne qui est cooptée peut venir avec les membres de sa famille, inviter d'autres personnes, et toutes nos réunions sont ouvertes. Quand on décide de faire une action à l'hôpital d'Abobo, ce n'est pas fermé au grand public. Quand on fait nos réunions statutaires sur des lieux précis, c'est ouvert au grand public. Vous pouvez venir en tant que visiteur et puis dire, je suis visiteur, j'ai vu que vous étiez en train de faire une réunion, est-ce que je peux y participer? Naturellement, vous êtes le bienvenu à cette rencontre-là. Pour dire que c'est totalement transparent, c'est une maison de verre, le Rotary, il n'y a rien qui est caché. La seule finalité, c'est vraiment de faire le bien. Alors, c'est une maison de verre, tout y est bien visible comme dans une maison de verre. Il n'y a rien d'opaque, en tout cas pour ce que le gouverneur vient de nous expliquer. Vous avez la possibilité d'intégrer donc le Rotary, mais bien sûr sur cooptation. Tout à fait, tout à fait. Vous devez donc trouver quelqu'un qui est dans le Rotary, et ils sont nombreux dans le Rotary. On est combien au total en Côte d'Ivoire en termes de membres? En Côte d'Ivoire, nous sommes exactement 980 Rotariens, à peu près 750 Rotaraxiens pour la Côte d'Ivoire. Et pour l'ensemble de nos districts, donc des 10 pays, nous avons 2500 Rotariens et à peu près 1200, 1300 Rotaraxiens, ce qui fait une population globale de 4000 personnes. Et comment c'est structuré? Parce que vous êtes gouverneur, il y a des clubs, il y a également des présidents. Comment tout ça est structuré? D'accord. OK. Au sein de notre organisation, notre première ressource, ce sont les hommes et les femmes qui constituent notre organisation, les membres. Ils se retrouvent donc à l'intérieur d'un club. Et le club est dirigé par un président qui a été élu par les membres du club concerné. Dans ce club, vous avez également des présidents de commissions, etc. Commission formation, commission santé, commission administration. Dans un pays, vous avez plusieurs clubs. Et donc, à l'intérieur d'un pays, vous avez ce qu'on appelle les adjoints du gouverneur, qui sont des délégués du gouverneur pour superviser en général une région de 4 ou 5 clubs. Et pour l'ensemble des 10 pays, est donc élu un gouverneur qui, lui, a donc la responsabilité sur l'ensemble des clubs sur les 10 pays de notre zone. Et quand vous, de notre région, qui est le district, et quand vous regroupez plusieurs districts à l'échelle du continent, vous avez ce qu'on appelle la zone Afrique, qui est dirigée par un administrateur qui porte souvent le nom de directeur, qui lui est élu par tous les Rotariens de la zone. Et quand vous allez plus loin au niveau international, donc vous avez le président du Rotary international. Ça demande beaucoup de temps pour superviser et gérer tout ça. Tout à fait. C'est l'engagement et l'implication requièrent du temps. D'ailleurs, c'est un des piliers importants de la vision stratégique de notre organisation. Comment continuer à maintenir l'implication et l'engagement de nos membres. Ce qu'on consacre chaque année, ce sont des heures de bénévolat. Des heures de bénévolat pour monter des projets, des heures de bénévolat pour aller lever des financements, des heures de bénévolat pour réaliser l'action, des heures de bénévolat pour accompagner les communautés bénéficiaires pour que chaque fois que nous délivrons une activité, un puits, un forage, un bâtiment, que cette infrastructure-là puisse être gérée correctement par les populations bénéficiaires. Donc, ce qu'on donne véritablement, c'est le temps. C'est le temps et l'énergie. Et d'ailleurs, pour être gouverneur, on vous demande plusieurs choses. On vous demande un engagement écrit sur votre disponibilité. On demande à votre conjoint un engagement écrit sur la disponibilité. Donc, votre conjoint doit consentir à vous permettre donc à vous rendre disponible. Et on vous demande un engagement sur la transparence financière. Bien sûr. Pour dire les ressources qui vont être collectées, vous ne devez pas les utiliser à des fins personnelles, mais uniquement pour monter des actions. Voici les engagements forts que vous prenez pour être gouverneur. Et ces engagements-là, on les retrouve de manière quasi identique pour les présidents de club. Parce que quand vous êtes président de club pendant une année, c'est beaucoup d'engagement pour votre club. Le Rotary est une grande organisation et on parle d'actions humanitaires et de fonds qui sont levés régulièrement chaque année pour soutenir donc ces actions.
Comment on s'assure de la transparence? Comment on s'assure que il n'y a pas de détournement? Et est-ce qu'il y a déjà eu des détournements au cours de toutes ces années, par exemple au sein du Rotary? Il y a plusieurs éléments qui permettent de gérer ces aspects de transparence. D'abord, par les valeurs que nous partageons. Mhm. Une de nos valeurs fondamentales, c'est la question de l'éthique. Mhm. C'est pour ça, d'ailleurs, que nos recrutements se font par cooptation. Mhm. Avant qu'une personne intègre notre organisation, nous nous assurons des valeurs que la personne partage avec les membres de GIE existants sur les questions d'éthique et de camaraderie. Donc, un certain nombre d'enquêtes sont réalisées justement pour nous assurer que la personne qui nous rejoint partage ces valeurs d'éthique et les autres valeurs que nous avons. Dans nos clubs fonctionnent comme des sociétés. Vous avez un président, vous avez un conseil d'administration qui est le comité. Donc, un président ne peut pas décider d'engager seul la responsabilité financière du club, c'est le comité. Okay. Dès lors que vous avez 4, 5, 6, 7 personnes qui se réunissent pour décider d'une action à réaliser ou de l'utilisation d'une ressource, il y a énormément de chances que ça se fasse dans l'intérêt de la collectivité. Une fois que ça s'est fait, régulièrement, le président et son comité viennent rendre compte de la gestion des ressources collectées à l'ensemble des membres du club concerné, qui se prononcent sur la justification et l'utilisation des fonds qui ont été collectés. Donc, ça vous donne un autre palier de contrôle. Une fois que ça s'est terminé, vous avez un auditeur externe en fonction de la taille de nos clubs, donc un expert comptable ou un comptable agréé, qui vient se prononcer sur la régularité, la sincérité des emplois qui ont été faits, des ressources que vous avez collectées. Ça, c'est au niveau des clubs. Quand vous prenez le Rotary International, il y a un organisme qui est appelé Charity Navigator. C'est l'organisme le plus qualifié pour juger de la transparence financière pour les organisations à but non lucratif. Depuis 16 ans, sans discontinuité, le Rotary International a obtenu la meilleure note de cet organisme. Mais ça a un lien avec ce qui est fait au niveau central, mais aussi découle de la transparence qu'il y a dans chacun de nos clubs concernés. Et cela sans discontinuité. Aujourd'hui, on bénéficie du soutien d'un certain nombre de partenaires internationaux comme Bill Gates, comme l'organisme américain CDS. Ce sont tous deux des organismes qui n'accompagnent que des clubs services qui utilisent rigoureusement les ressources qui sont mises à leur disposition. Donc, tout cela pour assurer les uns et les autres, pour dire que chaque fois que vous donnez 100 000 à un club Rotary pour une action précise, vous pouvez être sûr que les 100 000 vont être uniquement et exclusivement utilisés pour cette action-là. Et est-ce que le Rotary également fait donc des retours de bilan aux entreprises pour lesquelles elle a sollicité, par exemple, des fonds? Oui, tout à fait. C'est chaque fois que nous sollicitons les entreprises, après, il y a la reddition des comptes et les entreprises sont invitées pour être partie prenante de la remise des ouvrages. Et donc, à cette occasion-là, on leur explique les fonds qui ont été mobilisés et les actions qui ont été réalisées. Quand vous êtes devenu gouverneur donc, du district 9101, quelle est la première chose qui vous est venue en tête? Est-ce que c'est quelque chose que vous visiez depuis ces 20 dernières années, depuis votre première entrée au Rotary? Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas quelque chose que l'on inscrit le premier jour quand on rentre dans l'organisation. Quand vous rentrez, vous connaissez même pas très bien comment ça fonctionne. Donc, vous avez un parcours d'apprenant et c'est au fur et à mesure que vous assumez donc des responsabilités. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que quand vous êtes coopté, dans votre lettre d'engagement, vous vous engagez à servir l'organisation à tous les niveaux. Okay. Donc, dès le départ, sans savoir ce à quoi ça va aboutir, vous vous engagez à dire, si je suis sollicité pour être président, il faut que je sois disponible. Si je suis sollicité pour être trésorier, il faut que je sois disponible. Donc, il y a cet engagement qui est pris dès le départ. Mais c'est pendant votre parcours, en fonction de vos réalisations,
en fonction du niveau d'engagement que vous avez, en fonction de votre niveau de formation intrinsèque, que vous pouvez aspirer tout naturellement à d'autres fonctions. Parce que la fonction de gouverneur, c'est une fonction élective sur 10 pays. C'est 10 pays. Sur 10 pays. Donc, vous avez potentiellement des candidats en provenant des 10 pays. Donc, pour espérer être élu, il faut que vous soyez baqué sur un certain nombre de compétences intrinsèques et sur votre capacité à influer sur la communauté. Sinon, vous n'allez jamais y arriver. On va dire que le Rotary, rentrer dans le Rotary, c'est un peu comme s'engager dans l'armée parce qu'il faut être prêt à servir à n'importe quel poste, à tout moment. Oui, tout à fait. C'est un sacerdoce, c'est un engagement à très haut niveau et ça demande une implication de tous les jours pour pouvoir vraiment avoir de l'impact. Mais moi, je vais revenir encore sur le temps. Le temps, c'est l'atout le plus précieux qu'on a. Et vous avez vos activités quotidiennes, votre business, il y a la famille, tous ces voyages, tous ces déplacements. Et surtout pour devenir gouverneur, au bout de 20 ans, et convaincre 10 pays, il faut les avoir pratiqués et même au-delà. C'est énormément de temps. En fait, j'essaie de m'imaginer parce que moi, quand je vois mon temps, je le valorise tellement. Je me dis, mais où on trouve le temps pour une organisation où il faut connaître la plupart des membres aussi et pour lesquels il faut s'engager régulièrement? Oui, c'est un sujet important, mais en même temps, c'est un choix de vie. Quand on décide de servir, quand on décide de soutenir les populations les plus défavorisées, il est à peu près certain que l'on est obligé de renoncer à autre chose. C'est un peu moins de loisirs. J'avoue, c'est un peu moins de temps aussi avec la famille, incontestablement. Ce sont des heures de travail qui sont consacrées à ça. Mais après, la finalité, elle est noble. C'est de dire chaque fois que vous arrivez à sortir quelqu'un qui est dans la détresse et lui donner les moyens ou les atouts pour être autonome, vous avez changé une vie. Et quand vous changez la vie de quelqu'un, vous avez changé une partie du monde. La satisfaction de rendre heureux autrui. Tout à fait. Et c'est dans cette satisfaction que vous retirez votre bonheur. Notre bonheur. Parce qu'au Rotary, on n'a pas de prix. Quelle que soit la responsabilité que vous assumez, il n'y a pas de salaire. C'est du bénévolat. C'est vous-même qui consacrez des ressources à l'organisation, le temps et les ressources. Mais à la fin de la journée, vous êtes heureux parce que vous avez réussi à changer la vie de quelqu'un. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens et les Africains en général ont la culture du bénévolat? Sous différentes formes. Le bénévolat a toujours existé dans nos communautés. Peut-être pas aussi bien organisé qu'au sein d'une organisation ou d'un club service comme le Rotary, mais dans nos villages, il y a eu beaucoup de communautarisme, il y a eu beaucoup de soutien dans nos différentes entités. Ça a toujours existé, mais moins bien organisé. Aujourd'hui, le Rotary nous offre un réceptacle où c'est très bien structuré, où vous pouvez coordonner des projets dans la durée. Alors que malheureusement, quand tout cela n'est pas structuré, ça vous fait des actions ponctuelles qui n'ont pas d'histoire écrite dans la durée. Le bel exemple, c'est ce que nous avons fait dans la lutte contre la polio. Ça fait 40 ans que le Rotary est très impliqué sur l'initiative mondiale d'éradication de la polio. Mais imaginez cela à l'échelle d'une personne, ce n'aurait jamais été possible. Mais parce que le Rotary l'a inscrit dans la durée avec d'autres partenaires, aujourd'hui, tout le continent africain est exempt de polio. Et la Côte d'Ivoire est totalement libre de polio. Et ça, c'est une action majeure du Rotary qui a été inscrite dans la durée sur des heures de bénévolat, sur des heures d'engagement. Et le bel exemple que je donne toujours, je dis, mais quand vous regardez l'équipe nationale de football, ceux qui jouent, c'est bien parce qu'ils n'ont jamais contracté la polio. On était tous fiers ici. Imaginez la joie des Ivoiriens au lendemain de la victoire en Coupe d'Afrique. Mais on aurait pu ne pas y être si ceux qui ont joué ce jour-là avaient contracté la polio. L'effet papillon. L'effet papillon. Vous avez la polio, donc la lutte contre la polio, qui est un des exemples majeurs de réussite des actions humanitaires du Rotary. Est-ce que au cours de ces 20 dernières années, vous avez également d'autres actions majeures ou d'autres anecdotes à partager de services qui ont été rendus à la communauté et qui vous ont marqué? Oui, il y en a plusieurs. Juste deux, trois exemples. À Yopougon, nous avons un institut qu'on appelle le Centre
d'éveil de soutien aux enfants handicapés CESE. Ce sont les enfants qu'on dit communément les enfants serpents. Oui. Ces enfants-là ont besoin, pour atténuer leur handicap, d'exercer une activité sportive. Oui. Mais en général, les parents les maintiennent à la maison parce que c'est une charge très forte. Les Rotariens se sont mobilisés, se sont organisés et viennent depuis plusieurs années en soutien à ce centre-là. Donc, des moyens de transport ont été mis à disposition pour permettre aux parents de transporter facilement les enfants des domiciles vers le centre d'accueil. Et pendant donc que les enfants sont dans cet institut-là, les parents peuvent tranquillement vaquer à d'autres occupations génératrices de revenus. Et le Rotary a continué en mettant en place un centre des équipements sportifs pour permettre à ces enfants-là, outre l'éducation qu'ils font, d'exercer de manière plus soutenue le sport. Et aujourd'hui, on se rend compte que leur handicap est en train de s'atténuer. Wow. Alors que c'est des enfants qui, a priori, étaient quasiment une charge indescriptible, morale, physique, financière, importante pour les parents concernés. Ça, c'est une œuvre concrète des Rotariens de Côte d'Ivoire. Vous allez à l'Institut des aveugles de Yopougon. Dans cet institut-là, ce sont des enfants non-voyants ou malvoyants. Dans nos communautés, ceux qui sont souvent bénéficiaires de nos actions, ce sont les malvoyants aux abords des églises, des mosquées. Les Rotariens ont monté une activité génératrice de revenus pour ces enfants, où des enfants malvoyants sont capables, avec le soutien de leurs encadreurs, de produire de la richesse, de développer un business et de prendre une partie des revenus pour aller soutenir des personnes bien portantes dans la commune de Yopougon. Ah, c'est fort, ça. Ça, ce sont les Rotariens qui sont capables de faire ça. À Yopougon, il y a un hôpital, non, à Bobo, pardon, il y a un hôpital qui a été entièrement construit, équipé par les Rotariens, dans un quartier où l'État n'avait pas encore construit d'hôpital, qu'on appelle l'hôpital de Rotary. Aujourd'hui, cet hôpital accueille tout type de malades et procure des soins donc aux populations démunies à des coûts très bas. Dans chacun de nos villages, dans chacune de nos villes, vous allez trouver un emplacement où les Rotariens ont fourni des forages pour l'accès à l'eau potable. Vous vous souvenez de la pandémie de choléra que l'on a eue à Vrédé? Ces maladies hydriques-là, très souvent, c'est l'eau impropre ou les toilettes pas salubres. Oui. Les Rotariens construisent des toilettes salubres à travers des programmes massifs pour que justement les populations puissent donc en bénéficier. Et tout ça, c'est l'action quotidienne des Rotariens à travers chacune de nos villes dans ce pays et dans tous les pays d'ailleurs où nous sommes présents. Vous faites partie des organisations qui sont d'une certaine manière un appui aux actions de l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire au final. Donc les populations doivent s'engager également et ça passe donc par ce type de club service qui rayonne par leur philanthropie. Comment l'État vous perçoit? Quelles sont vos relations avec l'État de Côte d'Ivoire? C'est une question qui nous est souvent posée et je pense qu'on a eu une rencontre il n'y a pas très longtemps avec le Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire lors de la visite d'un de nos responsables. Le chef du gouvernement a reconnu la contribution significative des Rotariens sur leurs actions et leurs activités au quotidien. Le Rotary est en soutien au gouvernement parce que les Rotariens, justement, ont bien intégré le fait que les ressources publiques ne seront jamais suffisantes pour adresser tous les sujets des populations concernées. Et donc, nous avons une totale collaboration avec le gouvernement dans tous les pays où nous sommes présents. Et chaque fois que nous adressons des problématiques particulières, on le fait d'ailleurs en lien avec les besoins spécifiques de l'État dans le domaine. Lorsque nous réalisons un forage quelque part, c'est parce que l'État a jugé de l'opportunité du forage. Bien sûr. Lorsque nous construisons une école dans une localité, c'est bien parce qu'un besoin a été identifié. Et donc, nous travaillons main dans la main avec l'État. Et sur les programmes majeurs comme la polio, c'est de concert avec l'État que les campagnes sont organisées d'année en année. Donc, c'est une franche collaboration et on bénéficie de soutien de l'État à très haut niveau. Et d'ailleurs, il y a quelques membres du gouvernement qui sont rotariens. Okay. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas d'antagonisme entre ce que nous faisons et les activités gouvernementales. C'est beaucoup de temps. Donc, un sacerdoce que d'être membre actif donc du Rotary.
on donne, mais on reçoit également. Qu'est-ce qu'on reçoit en termes d'avantages ou de retombées aussi quand on consacre du temps à l'action humanitaire en termes de réseau ou d'autres opportunités? Qu'est-ce qu'on gagne en tant que Rotarien? La devise du Rotary, c'est servir d'abord. Mhm. Donc, quand on vient au Rotary, c'est d'abord pour servir. Mhm. Si vous venez au Rotary pour escompter autre chose, c'est que Parce que vous je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais en intégrant le Rotary, je veux intégrer un réseau international, mondial, avec des personnes qui sont à des hauts postes de responsabilité. Peut-être que si je suis un étudiant, je vais bien évoluer dans ma carrière parce que je vais m'engager et tout. Comment ça se passe concrètement? Quels sont les avantages ou pas? Oui, ce que tu dis, c'est exact. Parce que quand on interroge les personnes qui nous rejoignent, c'est souvent évoqué. Il y a des attentes dites, il y a des attentes non dites. Mais ce que je voudrais indiquer en premier lieu, c'est que vous venez d'abord au Rotary pour servir. Mais en même temps, au Rotary, nous disons qui sert le plus profite le mieux. Oui. Ça signifie quoi? Que quand vous avez un engagement, une implication à très haut niveau, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans la durée, vous en tirez incontestablement des avantages, pas matériels, mais pour vos devoirs personnels. Je vous avais indiqué tout à l'heure qu'il y a 30 ans, j'avais de la peine à prendre la parole en public. Aujourd'hui, vous me mettez dans un stade de 100 000 personnes, je n'ai pas de souci à prendre la parole parce que le Rotary m'a préparé à cela. Il y a aussi la camaraderie. Quand vous êtes au Rotary, vous êtes amis à 1 400 000 personnes dans 200 pays. Le seul fait de porter un pils, vous arrivez dans n'importe lequel de nos pays, si vous rencontrez un Rotarien, quelle que soit sa responsabilité, c'est la règle du tutoiement, il va vous tutoyer, il va vous apporter son secours, son assistance, sa disponibilité. Ça, je peux confirmer. J'ai un ami qui est dans le Rotary, qui était allé en France pour un business et il allait dans une ville un peu perdue et dans un hôtel, il a rencontré un autre Rotarien et automatiquement, ils ont ouvert les portes, il y avait une assemblée, ils l'ont invité. C'était comme si c'était leur ami. Ça n'a pas de prix. Quand on prend l'exemple de chacun dans nos amis, c'est lesquels? C'est ceux qu'on a connus à l'école, c'est ceux qu'on a connus dans le voisinage immédiat ou dans notre environnement professionnel. Mais le Rotary vous donne accès à 1 400 000 personnes de toute responsabilité dans 200 pays différents. Je pense qu'il ne peut pas y avoir meilleure contrepartie que ça. En Suisse, vous avez ce que l'on appelle le développement personnel et professionnel. Il y a quelques jours, nous avons organisé à l'Hôtel Ivoire un séminaire de très haut niveau sur la question de leadership. Traditionnellement, ce sont des choses où les gens payent pour faire. Le Rotary leur offre cette opportunité-là de former nos membres sur des thématiques de tous les jours dont on a besoin dans nos entreprises, dans nos familles, sans contrepartie. Je pense que c'est la contrepartie la plus satisfaisante pour chacun de nos membres. Et quand on voit qu'on a pu impacter, changer la vie de quelqu'un, je pense qu'on est très heureux. Ça se voit que vous êtes heureux. Épanoui. En dehors de vos titres, qui est Aboubacar Ouattara, l'homme derrière donc le titre de gouverneur du district 9101, mais en tant que professionnel, qui est-il? Donc, je suis expert comptable, et donc j'ai ouvert un cabinet d'audit et de conseil qui va célébrer d'ailleurs ses 20 ans. Nous avons été un des tout premiers à ouvrir les cabinets nationaux. Donc, je suis un professionnel des chiffres et des métiers de conseil à destination des États, des collectivités, des entreprises. Et tous les jours, c'est ce que je fais à côté de mes activités donc de bienfaisance. Vous avez quitté donc un poste prestigieux dans une société de négoce internationale pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ce changement de cap? Si tu veux, ça a été la conjonction de deux choses. J'étais déjà dirigeant d'entreprise, expert comptable diplômé, et je me disais qu'à un moment donné, il fallait écrire aussi une nouvelle page de ma propre histoire. Et j'avais aussi à l'esprit de dire, si demain je dois léguer quelque chose à mes enfants, je ne peux pas léguer une fonction. À l'inverse, je peux léguer une entreprise que j'ai montée.
Donc, le plus simple était donc de continuer dans la voie de l'expertise comptable parce que c'est là où j'avais naturellement les aptitudes les plus abouties. Donc, ça a été un choix personnel. Mais en même temps, je savais que ça allait être un choix difficile parce qu'il y a 20 ans en arrière, la question de l'entrepreneuriat n'était pas encore développée dans notre pays comme il est aujourd'hui. Et je suis très heureux que beaucoup d'initiatives aient commencé à naître sur la question de l'entrepreneuriat, surtout dans les métiers de conseil comme les nôtres. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat à quel âge? J'avais à peine 30, 34, 35 ans. Comment vos parents ont perçu ce changement radical? Oui, c'est souvent beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions parce que quand vous allez expliquer cela aux parents qui disent, aujourd'hui, tu as tel salaire, tu as tel Je suis avantage, à l'aise. tu es à l'aise, pourquoi renoncer à tout ça pour s'engager dans une voie périleuse? Mais j'ai eu le soutien de mes parents. J'ai eu le soutien. L'environnement familial est parfois hostile à l'entrepreneuriat, mais mes parents m'ont soutenu pour dire, si tu penses fondamentalement que cela est ta voie, nous allons te bénir et on pense qu'avec nos prières, ça devait pouvoir bien se passer. Et 20 ans après, il n'y a pas de regret sur ce choix fait. Vous êtes également très, très actif au sein donc de la CGCI, qui est le patronat ivoirien. Quelle est, selon vous, la responsabilité des chefs d'entreprise dans le développement de la Côte d'Ivoire? L'économie de ce pays-là repose pour une grande partie sur le secteur privé. Donc, on a un rôle prépondérant et d'ailleurs, dans nos échanges avec le gouvernement, c'est des discussions qui sont faites régulièrement. Mais je pense que chacun de nos chefs d'entreprise a également une responsabilité individuelle. C'est de dire, si on veut continuer à faire des émules, si on veut continuer à faire en sorte que le secteur public et privé, soit de plus en plus dynamique, il faut que nous puissions susciter des vocations. Susciter des vocations signifie encadrer les jeunes entrepreneurs, leur apporter le soutien et les conseils, les guider sur les premiers choix, les premières orientations, pour que chaque fois qu'un Ivoirien décide de se lancer dans un business, qu'il puisse bénéficier des enseignements des plus anciens. Je pense que c'est quelque chose qui est fait. Après, il y a la question de l'accès au financement en fonction des secteurs d'activité. Aujourd'hui, le patronat de Côte d'Ivoire, aux côtés du gouvernement, donc, travaille aussi à mobiliser un certain nombre de ressources pour les primo-entrepreneurs, de telle sorte que la question de l'accès au financement ne soit pas un frein pour des jeunes Ivoiriens qui ont des compétences sur des secteurs particuliers. Et nous-mêmes, à titre individuel, c'est quelque chose qu'on encourage fortement, aussi bien dans le cadre du patronat que même les jeunes experts comptables qui nous rejoignent et qu'il faut accompagner à un moment donné aussi pour s'installer, parce qu'on leur ouvre une première porte à gauche, un premier marché, on les associe sur les jobs que nous avons pour leur permettre justement de pouvoir se prendre rapidement en main. C'est ce que nous pouvons faire, c'est ce qui est fait au quotidien. Mais est-ce qu'on a un environnement des affaires solide quand on sait, et ça c'est un chiffre qui a été diffusé dernièrement et je vais même partager également sur mes réseaux, près de 80% des entreprises en Côte d'Ivoire ont moins de 10 ans. Donc, la plupart n'arrivent pas à passer pour certaines les 4 ans. 80% sont également dans l'informel. C'est une économie très informelle. Pourquoi on a encore ces difficultés et qu'on a encore des entreprises aussi jeunes alors qu'on est un État qui a plus de 60 ans d'existence? Oui, je pense que c'est une situation un peu particulière de la Côte d'Ivoire. Les premières années après l'indépendance, ce pays a connu une forte croissance. Donc, tout naturellement, les premiers intellectuels ont tout de suite fait le choix d'aller dans le secteur public. Il y a eu très peu d'entrepreneurs ces premières années et c'était d'ailleurs une fierté de dire je suis le directeur général de telle organisation, de telle... Les métiers de bureau. Exactement. Et l'État-providence. L'État-providence. Qui embaucher beaucoup de fonctionnaires. Exactement. Donc, ça a été un peu le fait de l'histoire. Mais le nombre de créations d'entreprises, je dis c'est à peu près quelque chose qui est respecté dans tous les pays. Quand vous prenez les entreprises qui se créent, plus de la moitié disparaissent avant la 5e année, dans tous les environnements. Donc ça, c'est quelque chose qui est à peu près connu. C'est le nombre de créations qui doit être plus important. On doit avoir de plus en plus de jeunes qui sortent de l'école, qui disent on va entreprendre plutôt que de dire on va être salarié ou bien on va aller dans l'administration. Plus on va étoffer cette offre dès le départ,
vous allez voir que le nombre d'entrepreneurs va aller en augmentant. Et malheureusement, c'est ce dispositif-là qu'on n'a pas encore, parce que ce qui fait des émules dans notre pays, c'est encore les très hauts fonctionnaires, c'est encore les politiques, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup, la perception, c'est qu'il y a l'argent là-bas. Voilà, malheureusement, les entrepreneurs ne sont pas encore suffisamment mis à la lumière pour susciter des vocations. Et je trouve que c'est un peu regrettable d'ailleurs. Mais c'est bien de savoir qu'il y a des initiatives comme la CGCI Academy qui se tiennent depuis plus de 10 ans pour soutenir donc ces jeunes entrepreneurs qui décident de prendre le risque de se lancer et de devenir aussi des créateurs d'emplois et de richesses. On a même des champions qui sont issus de la CGCI Academy. Il y a de très beaux exemples de jeunes entrepreneurs qui ont été détectés lors de ces événements et qui aujourd'hui ont des activités qui ont pignon sur eux. C'est la preuve que quand on suscite des vocations, ça peut produire des résultats. Exactement. Vous avez été major donc de votre promotion en MSTCF à Abidjan avant de poursuivre vos études à Toulouse. Qu'est-ce qui peut amener un jeune à se passionner pour la finance et tout? Moi, j'ai été marqué. Je suis issu d'une famille relativement modeste. Hein. J'ai aussi perdu mon père très tôt, donc j'ai été élevé par ma mère. Donc, j'ai été influencé par ce cousin. Et après, donc, j'ai décidé de poursuivre dans la voie de l'expertise comptable. Et jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Faut aimer les chiffres, hein, faut aimer l'ordre, pour se passionner pour les tableurs Excel et tout. C'est stressant, non? Non, le métier d'expert comptable, c'est un métier très ouvert. Okay. Contrairement à l'idée qui est répandue. C'est vrai, il y a les chiffres, mais aujourd'hui, notre métier, c'est davantage le conseil et la stratégie aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux promoteurs. C'est vrai que nous aurons besoin de données chiffrées, mais c'est pas l'analyse des chiffres qui constitue aujourd'hui l'élément le plus important de notre métier. Parce que l'expert comptable a une bande passante qui est très large sur différents métiers. La partie juridique, la partie fiscale, la partie organisation, la partie informatique, etc., etc. Donc, c'est un accompagnement très ouvert sur beaucoup de thématiques qui peuvent aider l'entreprise, le chef d'entreprise à aller de l'avant. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans toute cette carrière en tant qu'expert comptable qui ont marqué votre parcours? Oui, on a eu quelques échecs sur quelques missions particulières où on a eu un peu de regret parce que le niveau que nous avons délivré au client n'a pas rencontré l'adhésion du client. Et à titre tout à fait personnel, je l'ai perçu comme étant un échec. Parce que chaque fois que nous délivrons des jobs à des clients, je souhaite qu'on ait une totale satisfaction du client et que ce client puisse être prescripteur de Goodwill Audit and Consulting auprès d'autres personnes. Mais quand le client manifeste un mécontentement sur un job, c'est des cas tout à fait personnels, c'est un échec. Oui, on a eu quelques échecs pendant notre parcours, mais on en tire les leçons, les enseignements pour dire ce qui est arrivé avec tel client ne doit plus se reproduire. Quels sont les leviers justement sur lesquels nous devons mettre l'accent pour ne pas que le client ait cette perception d'échec. Et aujourd'hui, comment le cabinet Goodwill est perçu? Écoute, le cabinet Goodwill aujourd'hui, c'est un cabinet qui opère en Côte d'Ivoire et quasiment sur l'ensemble du continent, en Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique de l'Est, au Rwanda, où nous avons des missions. La perception, elle est très bonne. Avec l'État, nous avons des rapports sur des missions de très haut niveau. Pour les entreprises du secteur privé également, nous avons des succès sur certains appels d'offres. Lorsque vous participez à des appels d'offres avec différents cabinets, aussi bien sur des entités privées que des entités publiques, et que vous êtes retenu, ce n'est que la preuve incontestable de la reconnaissance des efforts que vous faites au quotidien. S'il y avait quelque chose à recommencer dans tout ce parcours, aujourd'hui en tant que gouverneur, avec ces 20 ans d'expérience au sein donc de ce club service, le Rotary, et également avec le cabinet Goodwill en tant qu'expert comptable reconnu, respecté et apprécié, est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer ou à améliorer? Oui, incontestablement. Il y aurait des choses à améliorer. Il y aurait des choses à améliorer. Je vous ai parlé tantôt de quelques échecs qu'on a subis. Si on devait refaire aujourd'hui, on aurait refait différemment. On a continué à renforcer nos équipes, à leur offrir un peu plus de
de zones d'intervention en termes de propositions, d'initiatives. Je pense qu'on aurait ouvert davantage sur ces sujets-là, etc. Ça, je pense globalement, c'est ces aspects-là qui auraient dû être améliorés au cours des prochaines années. Dernière question. Je dirais même avant-dernière question parce qu'il y a un point qui m'intéresse avant de terminer. Quelle est la place de la foi et de la spiritualité dans la vie de Monsieur Aboubacar Ouattara? Bon, je suis croyant, pratiquant. Tous les jours, je loue le Seigneur pour ce que je suis, pour là où je suis arrivé. Et je crois que ça n'aurait jamais été possible, n'eût été la bénédiction des parents, mais aussi la miséricorde du Seigneur. Je crois fondamentalement au concours de circonstances favorables. Mais ce concours de circonstances-là, c'est Dieu qui le donne. Et j'ai bénéficié d'un certain nombre d'opportunités que d'autres n'auraient pas pu avoir. Et je crois que ça aussi, c'est les prières et les bénédictions qui ont été faites à un moment donné. C'est ce qui vous guide tout au long de toutes vos missions? Tout au long de ma vie, tout au long de mon parcours. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que j'enseigne à mes enfants pour leur dire, quels que soient vos talents individuels, quels que soient vos efforts, il importe que vous mettiez la croyance et Dieu au centre de votre vie, parce que à un moment donné, la différence se fera sur des menus détails, et ces détails-là ne sont pas de votre initiative. Il y a un être suprême qui guide nos actions au quotidien, qui fait que vous êtes à un moment donné à une position ou à un emplacement précis pour bénéficier d'une opportunité ou d'une autre. Et ça, ce n'est que la prescription divine qui permet d'y arriver. Quelles sont vos plus grandes missions en tant que gouverneur pour l'année en cours? Il y en a plusieurs. C'est la question de l'éducation des jeunes filles, parce que c'est des couches défavorisées. Donc, on a un certain nombre de partenariats avec des sponsors et des partenaires pour justement soutenir l'action du gouvernement, surtout au nord de la Côte d'Ivoire, où le taux de scolarisation des jeunes filles est très faible comparé à la moyenne nationale. Donc, on a un mécanisme de bourse et de soutien de différentes natures pour ces jeunes filles. Il y aurait également la question de la santé de la mère et de l'enfant. Ça fait partie de nos causes prioritaires. Donc, nous avons aussi un partenariat avec quelques fondations majeures de ce pays pour que justement nos actions soient amplifiées sur la question de la santé de la mère et de l'enfant. Et puis, il y a la question de l'environnement, qui est notre 7e cause prioritaire. Au Rotary, nous croyons fortement à ce que l'on sensibilise davantage nos communautés sur la préservation de l'environnement. Donc, on a 2 sujets là-dessus. Un premier sujet, c'est la question du reboisement au nord de la Côte d'Ivoire pour maintenir justement le couvert forestier qui a été profondément touché, malheureusement. Et puis l'autre, c'est les déchets plastiques. Les déchets plastiques. Le Rotary International a un chantier là-dessus. Et ce chantier-là va être implémenté en Côte d'Ivoire où on va faire l'éducation, la sensibilisation et le nettoyage des plages pour éviter que tous les déchets plastiques se retrouvent au fin fond des océans. Parce qu'on ne le sait pas assez. L'air que nous respirons provient en 70% des océans. Bien sûr. Mais s'il y a une forte dégradation des océans, c'est-à-dire que ça va impacter l'oxygène que nous respirons. Donc, on a tout un chantier là-dessus. Déjà par l'éducation et la sensibilisation et ensuite par l'action sur ces problématiques spécifiques d'environnement. De vaches chantiers ensemble. De vaches chantiers. Et on sait que vous allez les réussir Inch'Allah. avec toute l'équipe et tous les membres et tous les présidents des différents clubs qui vous accompagnent et qui vous font confiance également. Rapidement, pour vous titiller, vous me disiez en off que votre femme, elle est Lion. Et vous êtes rotarien. Donc, on peut être différent de différentes organisations au sein du couple. Tout à fait, tout à fait. On est très ouvert sur dans le couple. Ça a été sa voie, mais la finalité des 2 clubs services, c'est vraiment de faire le bien dans le monde et de soutenir les couches les plus défavorisées. C'est à travers des actions différentes, mais la finalité reste la même, c'est de réduire la pauvreté. Donc, je l'encourage. Elle assume aujourd'hui des responsabilités importantes au Lions Club, au niveau de leur district également. Je pense que c'est une excellente chose qu'elle ait épousé aussi la voie du service au profit des communautés défavorisées. 2 grands philanthropes. Voilà,
Et d'ailleurs, les enfants aussi mènent des actions. Mais ça allait m'étonner. Voilà. Les enfants, Rotaractiens ou bien Léo? Ils n'ont pas encore fait leur choix, mais chaque fois qu'ils sont de passage à Abidjan ou même à l'étranger, ils s'organisent, ils mobilisent des ressources et ils vont faire des actions dans les communautés qui sont vraiment dans le besoin sans pour autant appartenir à une organisation précise. Mais je pense que c'est un engagement qui nourrissent déjà et je les y encourage. C'est très bien. Alors, gouverneur, est-ce que vous avez un mot pour toutes ces personnes qui hésitent encore ou bien qui se posent des questions à rejoindre le Rotary? Oui, c'est simplement de leur indiquer que le Rotary a une seule finalité, c'est de faire le bien dans le monde. Donc, tous ceux qui ont un cœur et des bras pour servir, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent agir à côté de nos gouvernements dans les différents pays pour apporter un peu de bien-être et de solidarité aux communautés les plus défavorisées peuvent nous rejoindre. Ils peuvent nous rejoindre pour monter des actions et donc pour pouvoir avoir un impact qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient tout seuls à faire ce qu'ils font. Mais comment on fait pour rejoindre le Rotary? Je suis un jeune cadre ou une jeune cadre ou une entrepreneur ou un entrepreneur. À qui je m'adresse? Oui, il y a plusieurs modalités pour rejoindre le Rotary. Vous pouvez aller sur le site internet rotary.org. Donc, vous avez la liste des clubs en fonction des communautés ou des pays dans lesquels vous résidez. Vous pouvez aussi connaître un Rotarien, vous pouvez l'approcher. Et vous pouvez même délibérément vous rendre à une réunion d'un club Rotary. En général, on le fait dans les hôtels de la place d'Abidjan ou même dans d'autres pays. Vous arrivez à la réunion, vous présentez, vous êtes accueilli comme un invité. Et en ce moment-là, donc, vous manifestez votre intérêt et vous rentrez dans le parcours d'appréciation et de cooptation. Donc, pour être informé, par exemple, qu'il y a une réunion du Rotary dans un de ces établissements hôteliers, est-ce que les clubs ont des pages Facebook? Oui, tout à fait. LinkedIn, tout à fait. Oui, tout le grand public. Il y a le site officiel du Rotary International, mais vous avez tous les clubs aujourd'hui ont des pages Facebook, des liens LinkedIn et différents supports qui permettent d'avoir donc accès à ces informations qui sont ouvertes d'ailleurs au grand public. Dédiez votre temps à l'humanitaire, au secours des autres et surtout donner du temps pour pouvoir également vous-même recevoir. C'est très important. On a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et j'espère également que vous avez beaucoup appris sur le fonctionnement donc du Rotary. On a pu lever, grâce à vos explications, le voile aussi sur ce qu'on pense, en tout cas l'opinion publique pense du caractère parfois un peu opaque d'une organisation comme le Rotary, son fonctionnement et ses objectifs aussi, ses missions. Découvert également les missions. La lutte contre la polio. Je pense que depuis qu'on est adolescent, jusqu'à aujourd'hui, on a tous été impactés par ces campagnes de vaccination, kick-out, polio et tout ça, toutes ces campagnes qui ont été menées, on les a vues également et je pense que d'une certaine manière, on a grandi. Même en n'y étant pas, on a grandi avec des actions du Rotary et félicitations pour tout ce que vous faites pour la communauté. Et moi, j'ai été très contente de vous retrouver donc pour ce premier épisode de ceux qui font la Côte d'Ivoire, souvent dans l'ombre, mais qui ont un impact énorme sur notre quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.